Quand vous découvrez que votre propre fils, celui que vous avez aimé, plus que tout, vous offre un bracelet en plastique en riant « Ça va bien à une vieille comme toi », tout en vantant sa Mercedes pour sa belle famille. La vie n'est plus jamais la même. Je m'appelle Makena Dubois-Ndiaye. J'ai 70 ans aujourd'hui. Ce soir d'anniversaire, devant Élise et ses parents, Pierre m'a tendu ce jouet pathétique. « Joyeux anniversaire, maman !» À cet instant précis, mes doigts ont serré le bracelet en plastique bon marché. Et un monde, celui que j'avais bâti pour lui pendant 40 ans, s'est effondré. Si vous vous reconnaissez dans cette douleur, likez, abonnez-vous et commentez votre ville pour que je sache où mon histoire voyage. Et c'est ce moment qui a tout changé. Laissez-moi vous raconter. Les rires fusaient encore dans le salon, comme des éclats de verre brisant ce qui restait de mon cœur. Pierre enlaçait Élise par la taille, son bras possessif autour d'elle, tandis que Luc et Sophie, ses beaux-parents, examinaient les clés de la Mercedes avec des yeux brillants. « C'est magnifique, Pierre, tu es si généreux !» s'exclama Sophie, sa voix pleine d'admiration feinte. Élise hochait la tête, son sourire parfait, maquillé à la perfection, masquant à peine le mépris qu'elle avait toujours eu pour moi. Ils ne me voyaient même pas, ça là. Debout au milieu de la pièce, le bracelet en plastique pendait mollement entre mes doigts. Je l'ai glissé à mon poignet par réflexe, sentant le plastique froid contre ma peau ridée. Ça grattait, comme une insulte vivante. Autour de moi, la table était couverte de restes de gâteau au chocolat. Celui que j'avais préparé moi-même, comme chaque année, en suivant la recette de ma mère sénégalaise. Les assiettes étaient à moitié vides, les verres de vin à moitié bu. L'odeur sucrée se mêlait à celle du parfum cher d'Élise, un nuage étouffant qui me donnait la nausée. J'ai reculé d'un pas, vers le mur, comme si je pouvais disparaître dans l'ombre des rideaux tirés. Mais personne ne s'en est aperçu. Dans ma tête, les souvenirs défilaient déjà, implacables. Pierre, petit garçon, courant vers moi après l'école avec un dessin maladroit. « Maman, c'est pour toi !» J'avais accroché chaque feuille au frigo, même les plus ratées. Et ces nuits où je restais éveillée, à calculer sur un vieux carnet combien il me fallait économiser pour ces études. J'avais commencé à investir dans l'immobilier dès mes 20 ans, achetant un premier appartement à Barbès quand les prix étaient bas, revendant, réinvestissant, jusqu'à avoir ces 5 biens qui me rapportèrent de quoi vivre sans jamais me vanter. Pierre croyait que son salaire explosait grâce à son talent. Il ne savait pas que chaque mois, grâce à mes parts dans sa compagnie d'assurance, je faisais transférer discrètement 6 000 € de ses primes de performance pour qu'il ait la maison à Vincennes, les voitures, les voyages à Malte, pour qu'Élise ne le quitte pas, comme elle l'avait menacé au début de leur mariage. S'il ne peut pas m'offrir ce que je mérite, j'irai ailleurs. M'avait-il confié un jour, les yeux humides. J'avais tout accepté, tout payé, en silence. Pourquoi ? Parce que c'était mon fils, mon unique lumière, après la mort d'Amadou. J'avais effacé les doutes sur sa paternité, enterré le secret de cette liaison de mon mari, pour lui donner une famille stable. Et maintenant, ce bracelet. Comme si 40 ans de sacrifice se résumaient à ça. Mes doigts tremblaient encore autour du plastique. J'ai levé les yeux vers Pierre. Il riait à une blague de Luc, sa main caressant le dos d'Élise. Était-ce elle qui l'avait changé ? Ou était-ce moi qui n'avais rien vu venir ? « Makena, vous avez aimé votre cadeau ?» demanda soudain Sophie, polie mais distante, comme toujours. Sa voix me tira de ma torpeur. Tout le monde se tourna vers moi. Le silence tomba, lourd, expectant. « Oui, c'est charmant, » murmurai-je,
forçant un sourire qui me faisait mal aux joues. Élise ricana doucement derrière sa main. Très rustique, parfait pour le jardin. Pierre hocha la tête. Exactement, maman. Tu adores les fleurs, non? J'ai hoché la tête, muette, rustique, comme si j'étais une vieille jardinière oubliée. Dans le jardin, justement, mes tournesols, ceux que j'avais plantés en pensant à mon enfance au Sénégal, commençaient à faner sous la chaleur de l'été. Je les arrosais tous les soirs, en imaginant Pierre venir un jour avec sa famille, pour un repas simple. Mais ce soir-là, c'était eux qui étaient devenus, et moi qui étais l'étrangère. La soirée s'est étirée, interminable. Ils ont ouvert d'autres cadeaux pour Pierre, des cravates de soie, un parfum importé. Et moi, j'ai servi le café en silence. Chaque tasse que je posais sur la table me rappelait les factures que j'avais payées pour leur table en chêne massif. « Merci, maman, pour le dîner », lança Pierre distraitement, déjà sur son téléphone, montrant à Luc des photos de leur dernier voyage. « Regardez cet hôtel à Venise, 5 étoiles, tout inclus. » Venise. J'avais transféré l'argent pour ça, mois après mois. Et lui, il ne me remerciait même pas pour le gâteau. Enfin, ils sont partis. La porte s'est refermée, avec un clic définitif. Le salon était vide, jonché de serviettes froissées et de miettes. J'ai ramassé lentement, mécaniquement, comme toujours après leur visite. Mais ce soir, chaque mouvement était une lame. J'ai pris le bracelet de son poignet et l'ai jeté dans l'évier, avec les assiettes sales. Il a rebondi, insignifiant. Assise à la table de la cuisine, dans l'obscurité, j'ai sorti mon vieux carnet de comptes, les colonnes impeccables, loyer entrant, transfert sortant, 15 ans de chiffres, de générosité invisible. Pourquoi? Pour un rire moqueur et un jouet en plastique? Les larmes sont venues alors, silencieuses, chaudes sur mes joues. Pas de cris, pas de colère explosive. Juste une tristesse immense, comme un océan qui monte lentement. Quand est-ce que ça était basculé? Quand Pierre avait-il cessé d'être le petit garçon qui me serrait dans ses bras le matin? Était-ce Élise, avec ses exigences? Ou moi, qui avait tout permis en payant pour son silence? J'ai fermé le carnet, les mains tremblantes. Pour la première fois, une pensée nouvelle s'est imposée, froide et claire. Et si j'arrêtais? Et si je reprenais ce qui m'appartenait? Mais dehors, dans le jardin, un tournesol ployait sous le vent nocturne. J'ai éteint la lumière. Mais ce que Pierre ignorait complètement, c'est ce que j'allais faire dès le lendemain matin, avec tout cet argent. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les volets usés de ma cuisine. Mais il n'apportait aucune chaleur. J'étais assise là depuis l'aube, une tasse de café refroidie entre les mains, fixant le vide. Le bracelet gisait toujours dans l'évier, comme un insecte mort. Je n'avais pas dormi. Toute la nuit, les questions avaient tournoyé dans ma tête. Quand Pierre avait-il cessé d'être mon petit garçon? Était-ce le jour de son mariage, quand Élise avait exigé cette maison à Vincennes? Ou plutôt, quand il avait commencé à me téléphoner seulement pour dépanner 500 €? J'ai ouvert l'armoire au-dessus du frigo, celle où je range les albums photos. Les pages jaunies craquaient sous mes doigts. Pierre, à 5 ans, sur mes genoux, riant devant un gâteau d'anniversaire fait maison. « Maman, tu es la meilleure !» Ces mots résonnaient encore, mais ils sonnaient faux maintenant. À côté, une photo de lui adolescent, fier de son premier diplôme. J'avais vendu un de mes premiers appartements pour payer mes études, à l'ESSEC. « C'est pour ton avenir », lui avais-je dit. Il m'avait serré dans ses bras, les yeux brillants. Où était ce garçon? Le téléphone a sonné, me tirant de ma rêverie. L'écran affichait Élise. J'ai hésité, le cœur serré.
Puis j'ai décroché. « Allô, McKenna ?» Sa voix était mielleuse, comme toujours quand elle voulait quelque chose. « Pierre m'a dit que tu as aimé ton cadeau. Écoute, on pense refaire la cuisine. Quelque chose de plus moderne, tu sais, avec un îlot central. Ça coûterait environ 30 000 €. Tu pourrais nous aider? Tu es toujours si généreuse. » Généreuse. Le mot m'a transpercé comme un couteau. J'ai fermé les yeux, imaginant l'îlot en marbre qu'elle décrivait, payé avec mes loyers de la rue de la Roquette. « Élise », ai-je murmuré, la voix calme mais ferme. « À partir de maintenant, vous vous débrouillez seule. » Il y a eu un silence, puis son rire aigu. « Tu plaisantes? Pierre va être déçu. Allez, McKenna, juste cette fois. » J'ai raccroché sans un mot de plus. Mes mains tremblaient. Pour la première fois, j'avais dit non. J'ai pris mon téléphone fixe et composé le numéro de mon beau-frère, le directeur financier de la compagnie d'assurance. « C'est McKenna. Arrêtez les transferts dès aujourd'hui. Tous. » Il a compris immédiatement, sans question. « C'est fait, » a-t-il répondu simplement. C'était si facile. 15 ans de mensonges financiers, effacés en une phrase. Pierre croyait que ses primes venaient de son patron. Il ne saurait jamais que c'était moi, mois après mois, qui faisait en sorte qu'il puisse offrir à Élise les sacs Hermès et les week-ends à Deauville. Assise à la table, j'ai sorti mon vieil ordinateur portable, celui que j'utilisais pour gérer mes biens. L'écran s'alluma sur mon tableau de bord bancaire. 600 000 € d'épargne liquide, plus les 3 appartements que je gardais. J'ai fait défiler les relevés. Chaque virement de 6 000 € étiqueté « prime exceptionnelle ». J'ai zoomé sur le dernier, daté de la semaine précédente, pour leur voyage aux Maldives. Pierre avait posté des photos sur Instagram. Lui et Élise, sur une plage paradisiaque, cocktail à la main. Vivre la vie qu'on mérite, avait-il légendé. Mes yeux se sont remplis de larmes. Vivre la vie qu'on mérite. Et moi, qu'est-ce que j'avais mérité, à part ce bracelet? J'ai repensé à son mariage. J'avais payé la salle à Versailles, 5 000 € pour les fleurs, parce qu'Élise voulait quelque chose d'exceptionnel. Elle m'avait même demandé de rester en retrait pendant la cérémonie, pour que ça reste élégant. McKenna. Élégant. J'avais souri, avalé ma fierté et passé la journée seule dans un coin du jardin, à regarder de loin. Pourquoi avais-je tout accepté? Parce que Pierre était mon monde. Après la mort d'Amadou, il était tout ce qui me restait. J'avais effacé les doutes sur sa naissance, fermé les yeux sur les lettres anonymes d'il y a 40 ans, pour lui donner un père, une famille. Et maintenant, il me traitait comme une étrangère dans ma propre maison. Le silence de la cuisine était oppressant. Dehors, un oiseau chantait, indifférent. J'ai fermé l'ordinateur, me levant lentement. Dans le salon, les restes de la fête traînaient encore. Une serviette froissée avec une tache de gâteau, un verre à moitié plein. J'ai ramassé, machinalement, comme après chaque visite. Mais cette fois, chaque geste était lourd de sens. La nappe en lin que j'avais repassée 3 heures. Les couverts en argent hérités de ma mère. Tout payé par moi, entretenu par moi. J'ai ouvert la fenêtre donnant sur le jardin. Les tournesols penchaient la tête, fatigués par la canicule. Je les arrosais tous les soirs, en murmurant des prières sénégalaises pour que Pierre soit heureux. Heureux avec Élise, heureux dans sa vie parfaite. Mais était-il vraiment heureux? Ou était-ce moi qui projetais mes rêves sur lui? L'après-midi s'est écoulé dans une brume de souvenirs. J'ai fouillé dans le placard du couloir, sortant la boîte à chaussures où je gardais les cartes d'anniversaire de Pierre. « Merci, maman, pour tout », disait celle de ses 20 ans. « Tu es ma héroïne. » Héroïne. J'ai ri doucement, un rire amer.
Héroïne invisible. Le soir tombait quand mon téléphone a vibré. Un message d'Élise. « Pierre est en colère. Appelle-le. » Je l'ai effacé sans répondre. Pour la première fois, je me sentais... libre? Non, pas encore. Juste épuisée. Épuisée de donner sans recevoir. Je me suis assise dans mon fauteuil usé, celui où Pierre s'endormait enfant sur mes genoux. La lumière du crépuscule baignait la pièce d'une teinte orangée. Demain, peut-être, je commencerai à ranger vraiment les armoires, les souvenirs, ma vie. Mais ce soir-là, en triant distraitement des papiers dans l'armoire de ma défunte mère, ce meuble ancien qu'elle m'avait légué, mes doigts ont touché quelque chose de dur, caché sous une pile de vieux dossiers. Un dossier cartonné, avec mon nom écrit dessus d'une écriture familière. Celle de Pierre. Mon cœur s'est arrêté. Mais ce que j'ai trouvé à l'intérieur allait geler mon sang pour toujours. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher le dossier. L'écriture de Pierre, si familière, celle avec laquelle il signait ses cartes d'anniversaire d'enfant, formait mon nom en majuscules. Makena Dubois Ndiaye. J'ai ouvert la chemise cartonnée avec précaution, comme si elle allait exploser. À l'intérieur, une pile de documents imprimés, agrafés avec soin. Le premier était un formulaire officiel. Demande d'admission en EHPAD, résidence tranquille Lyon. Mon nom, ma date de naissance, mon adresse, et en bas, la signature de Pierre, en tant que fils et représentant légal. Je me suis laissé glisser par terre, adossé à l'armoire ouverte. La lumière du couloir était faible, mais suffisante pour lire les lignes suivantes. Évaluation médicale d'urgence. Signe de démence avancée, oubli fréquent de médicaments, errance nocturne, incapacité à gérer ses finances. Chaque mot était un coup de poignard. Errance nocturne? Je me levais à 5 heures pour vérifier mes loyers, pas pour vagabonder. Incapacité financière? J'avais géré 5 immeubles pendant 40 ans. Un rapport médical suivait, tapé sur papier à en-tête d'un docteur, que je ne connaissais pas. Patient présente des symptômes d'Alzheimer précoce. Recommandation. Placement immédiat sous tutelle. Pierre avait payé quelqu'un pour ça. Mes doigts caressèrent le papier, incrédules. À côté, une lettre d'avocat. Une fois déclaré inapte, le fils unique héritera de la gestion des biens immobiliers évalués à 300 000 €, destinés aux frais de séjour. J'ai fermé les yeux, le souffle court. 300 000 €. Ma maison. Tout ce que j'avais bâti seul après Amadou. Paix pourquoi? Pour qu'il me parque dans un EHPAD à Lyon, à 2 heures de route, où personne ne viendrait me voir. Les images défilaient, des couloirs blancs, des repas fades sur des plateaux, des regards vides. Était-ce là ma fin? Après avoir tout donné, un email imprimé est tombé du dossier froissé. De Pierre à Élise. Comment on prouve qu'elle est folle? Réponse d'Élise. Le vieux médecin qu'elle voit parfois lui file 5 000 € pour signer. Ensuite, on vend sa baraque et on prend une villa à Deauville. Deauville, l'endroit où ils passaient leurs vacances, payé par mes primes. Mon estomac s'est noué. Ils parlèrent de moi comme d'un meuble à liquider. J'ai continué à feuilleter, hypnotisé par l'horreur. Une note manuscrite de Pierre. Maman n'est pas ma vraie mère. Élise a trouvé l'acte de naissance. Je ne mérite pas son héritage, mais j'en ai besoin pour nous. Le monde a basculé. Pas ma vraie mère. Il savait. Depuis quand? Élise avait fouillé mes papiers, trouvé la vérité sur sa naissance, cette liaison d'Amadou que j'avais enterrée pour lui donner un père. J'avais choisi de l'aimer comme mon sang, de taire le scandale. Et lui, il transformait ça en arme. Les larmes coulaient maintenant, brûlantes. Pas de colère, juste une douleur sourde, infinie.
Quand avait-il appris? À l'adolescence peut-être? Quand il avait commencé à s'éloigner? Ou après son mariage? Quand Élise avait pris le contrôle? « Tu n'es qu'un bâtard à peau noire », lui avait-elle dit un jour. Je l'avais entendu par accident au téléphone. Et au lieu de me parler, de me demander, il avait comploté dans mon dos. Soudain, la sonnette a retenti, stridente dans le silence. J'ai sursauté, fourrant les papiers dans l'armoire à la hâte. C'était Pierre. À travers la fenêtre, je le voyais faire les 100 pas sur le trottoir, téléphone à l'oreille. « Maman, ouvre, faut qu'on parle !» Sa voix était tendue, presque suppliante. J'ai hésité, le cœur battant. Puis j'ai ouvert la porte. Il est entré comme une tornade, sans attendre d'invitation. « Maman, qu'est-ce que t'as fait? La banque dit que les primes sont coupées. Élise est furieuse. On a des factures en retard. » Ses yeux rougis, ses cheveux en désordre. Pour la première fois, je voyais de la peur sur son visage. « C'est une erreur, hein? Rappelle-les !» Je l'ai regardé, vraiment regardé. L'enfant que j'avais porté dans mon cœur, même sans sang. « Pierre », ai-je murmuré, la voix calme malgré la tempête intérieure. « Assieds-toi, je vais te faire du thé. » Il a obéi, surpris par mon ton. Dans la cuisine, j'ai mis l'eau à chauffer, mécaniquement. Le dossier était là, à 10 mètres, dans l'ombre. Devais-je lui dire? Lui montrer? Je suis revenue avec 2 tasses fumantes. Il a bu une gorgée, puis a explosé. « Maman, t'imagines pas? Sans cet argent, on perd la maison. Élise menace de partir. » Élise. Toujours Élise. Et moi, Pierre? Ai-je demandé doucement. Qu'est-ce que je perds? Moi? Il a cligné des yeux, déconcerté. Mais t'as toujours aidé. C'est normal, non? Normal. J'ai souri faiblement. Va-t'en maintenant, on en reparlera. Il s'est levé, furieux. T'es égoïste, après tout ce que j'ai fait pour toi. La porte a claqué. Le silence est revenu, plus lourd qu'avant. Seul, j'ai rouvert l'armoire. Les papiers étaient toujours là, accusateurs. Une dernière pièce est tombée. Une photo de moi, vieillie par Photoshop, jointe à une demande de tutelle. Mon visage déformé, hagard. Comment avait-il pu? Mon propre fils. La nuit est tombée dehors. Les tournesols dans le jardin semblaient me fixer. Témoin muet. J'ai serré les documents contre ma poitrine, le cœur en miettes. Demain, il faudrait agir. Mais ce soir, je ne pouvais que pleurer sur ce que j'avais créé. Un monstre ingrat, nourri de mon amour et de mon argent. Pourtant, au fond de moi, une étincelle naissait. Pas de vengeance, juste le désir de survivre. Mais le lendemain matin, en relisant ces papiers ligne par ligne, j'ai découvert le secret le plus terrifiant sur mon propre sang. Le soleil se levait à peine quand j'ai rouvert le dossier, assise par terre dans le couloir sombre. Mes yeux, gonflés par les larmes de la nuit, se posaient ligne par ligne sur la note manuscrite de Pierre. Maman n'est pas ma vraie mère. Élise a trouvé l'acte de naissance. Je ne mérite pas son héritage, mais j'en ai besoin pour nous. Chaque mot était une lame qui entaillait plus profondément. Il savait. Depuis combien de temps? J'ai fermé les yeux et les souvenirs ont surgi. Impitoyables. C'était il y a 40 ans, juste après la mort d'Amadou. Une lettre anonyme glissée sous ma porte. Ton fils n'est pas de lui, c'est celui de la bonne. J'avais déchiré le papier, tremblante, mais les doutes étaient là. Amadou avait eu une liaison. Pierre, né 9 mois plus tôt, avait ses traits. J'aurais pu divorcer, le renvoyer à sa vraie mère, faire un scandale. Mais il avait 3 ans. Il me regardait avec ses grands yeux confiants. « Maman, raconte-moi une histoire. » J'avais choisi le silence, changé l'acte de naissance en douceur grâce à un ami notaire, pour lui donner un père, une famille, pour qu'il ne grandisse pas bastardo, marqué à vie.
Je t'aime comme mon sang, lui murmurais-je chaque soir. Et je l'avais aimé ainsi, plus que tout. Mais lui, il avait transformé mon sacrifice en poison. Élise avait fouillé mes tiroirs, trouvé la preuve. Au lieu de venir me parler, de pleurer dans mes bras comme autrefois, il avait comploté. « Je ne mérite pas », écrivait-il. Et pourtant, il voulait tout prendre. Mon cœur se serrait à l'idée de ces nuits solitaires. Peut-être à se demander qui il était vraiment. Était-ce pour ça qu'il s'était marié si vite? Pour prouver quelque chose à Élise, à lui-même? Ou était-ce elle, avec ses « tu n'es rien sans argent » qui l'avait poussé dans cette folie? Les larmes coulaient à nouveau, lentes, sur mes joues salées. J'ai serré les papiers contre ma poitrine, comme pour les faire disparaître. Pourquoi n'avait-il pas demandé? « Maman, c'est vrai ?» Aurais-je nié? Non, je lui aurais dit la vérité. Que le sang ne fait pas une mère, que l'amour, si. Mais il avait choisi la trahison. Et moi, j'avais tout permis, en payant ses silences, ses mensonges. Le silence du couloir était étouffant. Dehors, un chat miaulait au loin. J'ai respiré profondément, et pour la première fois, une résolution froide s'est installée. Non, pas de vengeance, juste la survie. Il était temps de me protéger. Lentement, j'ai rassemblé les documents dans un sac et j'ai pris mon téléphone. « Claire, c'est Makena. Il faut qu'on se voie. Tout de suite. » Ma voix était calme, presque étrangère. Claire, mon avocate depuis 30 ans, cette Française blonde qui m'avait aidé à régulariser mes papiers à mon arrivée, n'a posé aucune question. « Viens à mon cabinet dans 1 heure. » Le trajet en métro a été un brouillard. Paris défilait derrière la vitre sale. Les immeubles haussmanniens, que j'avais tant aimés, les cafés bondés, j'ai serré mon sac contre moi, comme un bouclier. Au cabinet, Claire m'attendait, tasse de café à la main. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ses yeux s'écarquillèrent quand j'ai vidé le dossier sur son bureau. Elle a lu en silence, page après page. Son visage s'est durci. « C'est du pénal, Makena. Faux en écriture, abus de confiance. On peut le poursuivre. » J'ai secoué la tête. « Non, je veux juste protéger ce qui reste. » Elle a hoché la tête, professionnelle. « Testament d'abord. Tout aux associations pour personnes âgées isolées. Rien pour lui. » J'ai signé les papiers, le stylo lourd dans ma main. Chaque trait était une libération. Plus d'héritage pour Pierre. Plus de maison à voler. « Et les parts dans sa compagnie ?» a-t-elle demandé. « Transférez-les sur un compte anonyme. Qu'il ne sache rien. » Elle a noté, efficace, et une interdiction d'approche si besoin. De retour chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur. L'agent immobilier répondait déjà. 2 de mes appartements pouvaient se vendre rapidement. Prix au marché, mais vite. Ai-je écrit. 300 000 € de liquide en 1 mois. Assez pour recommencer ailleurs. Loin de Paris, loin d'eux. Assise sur le canapé, les nouveaux documents signés devant moi, j'ai regardé autour de moi. Le salon, avec ses meubles usés mais chers à mon cœur. La photo de Pierre enfant sur la cheminée, souriant sans ombre. Devais-je la retirer? Pas encore. Il était toujours mon fils, malgré tout. Mais plus mon géogolier. Le téléphone a sonné 10 fois dans l'après-midi. Pierre, puis Élise, puis Pierre encore. J'ai laissé sonner, écoutant les messages s'accumuler. « Maman, c'est ridicule. Rappelle les primes. Makena, sois raisonnable. On est ta famille. » Famille. Le mot me faisait rire, amer. La vraie famille ne complote pas dans l'ombre. Le soir, j'ai ouvert ma valise du grenier, celle en cuir craquelé, héritée de ma mère. J'ai plié mes pulls en laine, mes châles colorés du Sénégal. Chaque vêtement portait un souvenir. Celui-ci acheté après la naissance de Pierre, celui-là pour son diplôme.
Mais maintenant, ils étaient à moi. Juste pour moi. Dans le miroir du couloir, mon reflet me fixait. Cheveux gris attachés simplement, yeux rougis mais déterminés. Pour la première fois depuis des années, je me voyais vraiment. Pas la mère sacrificielle, pas le banquier invisible, juste McKenna. J'ai fermé la valise, le clic résonnant dans la maison vide. Demain, les visites chez l'agent, chez Claire pour finaliser. Et après, Normandie peut-être, avec ses plages calmes et ses villages oubliés. Loin des rires faux et des sourires calculateurs. Mais ce soir, seule avec mes papiers, une question me hantait encore. Et si Pierre souffrait vraiment? Si ce complot n'était qu'un cri de détresse? J'ai chassé la pensée. Non, il avait choisi. À moi de choisir maintenant. La lune filtrait par la fenêtre, pâle et froide. J'ai éteint la lumière, le dossier sous mon oreiller comme un talisman. Mais quand Pierre apprendrait la vérité sur mes décisions, la tempête financière qu'il déclencherait allait terrifier toute la famille. Les premiers appels sont arrivés à l'aube, comme des coups de marteau sur une porte fragile. Viens ton message en 1 heure. Pierre, la voix cassée. Maman, c'est quoi ce bordel? La banque refuse tout. Puis Élise, stridente. McKenna, tu vas nous ruiner. J'ai laissé le téléphone vibrer sur la table, fixant le jardin où les tournesols semblaient pas se moquer de moi, droit et indifférent. Chaque sonnerie était une vague qui montait. Mais je restais immobile, ancrée dans un calme étrange, presque surnaturel. Était-ce de la paix? Ou juste l'épuisement final? Claire m'a téléphoné vers 9 heures. Les 2 appartements sont sous offre. On signe vendredi. Et l'ordonnance d'approche est prête si besoin. J'ai murmuré un merci, la gorge nouée. Vendredi. Dans 3 jours, 200 000 € de plus sur mon compte. Assez pour disparaître. J'ai fermé les yeux, imaginant une petite maison face à la mer, avec un jardin pour mes graines sénégalaises. Pas de visite imposée, pas de rire forcé. Juste moi. Mais dehors, la tempête grondait déjà. J'ai entendu les cris avant de voir la voiture. Pierre, garé en double fil, frappant à la porte comme un possédé. « Ouvre, maman, je sais que t'es là. » J'ai regardé par la fenêtre du salon. Il n'était pas seul. 2 policiers en uniforme, casque sous le bras, attendaient à côté. Mon cœur a manqué un battement. Ils les avaient appelés pour me déclarer folle. J'ai ouvert la porte, le souffle court. « Pierre, qu'est-ce que c'est ?» Il a poussé devant moi, les yeux fous. « Dis-leur que t'es pas bien, que tu fais des bêtises avec l'argent. » Les agents sont entrés poliment, leur regard neutre balayant la maison propre, ordonné. « Madame Dubois-Ndiaye, votre fils s'inquiète pour votre santé mentale. Il dit que vous avez coupé ses revenus sans raison. » J'ai souri doucement, invitant d'un geste. « Messieurs, asseyez-vous. Un thé ?» Ils ont échangé un regard surpris. Pendant que l'eau chauffait, j'ai répondu calmement à leurs questions. Non, je gérais parfaitement mes finances. Oui, j'étais lucide. Non, Pierre n'avait aucun droit sur mon argent. Ils ont pris des notes, hoché la tête. « Tout semble en ordre, madame. Monsieur, rentrez chez vous. » Pierre a hurlé. « Elle est folle, elle va tout perdre. » Un agent l'a pris par le bras. « Calmez-vous ou on vous embarque pour outrage. » Il est parti en trombe, pneus crissants. J'ai fermé la porte, les jambes molles. Les policiers sont restés un moment, mal à l'aise. « Vous voulez qu'on reste ?» J'ai secoué la tête. « Merci, c'est fini. » Seule, j'ai pleuré, mais des larmes différentes. Pas de désespoir, de soulagement. Pour la première fois, là, la loi était de mon côté. Claire m'a appelé l'après-midi. La banque a saisi leur maison, 3 mois d'hypothèque en retard.
Élise a déjà fait ses valises. J'ai fermé les yeux, imaginant la scène. Les meubles emballés, les robes de créateurs entassées dans des cartons. Élise, furieuse, jetant ses alliances sur la table. « C'est ta faute !» Pierre, impuissant, regardant sa vie s'effondrer. Avais-je voulu ça? Non. Mais l'avais-je permis trop longtemps? Oui. Le soir, des nouvelles sont arrivées par bribes. Un ami commun, discret. Pierre a vendu sa Porsche. Il dort sur un canapé chez un collègue. Puis un SMS, anonyme. Élise est partie avec un avocat. Divorce en vue. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai ouvert une bouteille de vin rouge, celui que j'économisais pour une occasion spéciale. Ce soir était spécial. La fin d'une ère. Assise dans le jardin, sous les étoiles naissantes, j'ai bu lentement. Les tournesols se balançaient doucement. Pierre gisait-il quelque part, les yeux au plafond, réalisant que son château de cartes s'effondrait? Avait-il pensé à moi, ne serait-ce qu'une seconde, en signant ses faux certificats? Maman est un fardeau, avait-il écrit. Maintenant, il portait le sien. Le lendemain, clair encore. Son entreprise l'a licencié. Fraude sur les documents médicaux. Enquête ouverte. J'ai hoché la tête dans le vide. Fraude. Le mot résonnait. Il avait risqué la prison pour me voler. Pour Élise. Pour cette vie factice. Mes doigts caressaient le verre de vin vide. Étais-je triste? Oui. Pour l'enfant qu'il avait été. Mais pour l'homme qu'il était devenu? Non. J'ai passé la journée à emballer. Les livres de ma mère, ses colliers en perles, la couverture brodée du Sénégal. Chaque objet était un adieu. À Paris, à cette maison qui avait vu trop de mensonges. À Pierre. Dans un tiroir, j'ai trouvé une vieille lettre de lui, écrite à 10 ans. « Maman, je veux être riche pour te rendre heureuse. » Rendre heureux. Ironie cruelle. Le soir, un appel inconnu. J'ai décroché, méfiante. C'était Luc, le père d'Élise. « McKenna, écoutez. » Pierre nous a raconté. Pour l'argent, on ne savait pas. Sa voix était gênée, sincère. Il disait que c'était ses primes. J'ai ri doucement. Bien sûr. Il a soupiré. Élise est partie. Pierre est détruit. Détruit. Le mot flottait. C'est son choix, Luc. J'ai raccroché. Dans le silence revenu, j'ai sorti la valise. Demain, je pars pour Normandie. Un petit appartement loué, vue sur mer. Claire gérait le reste. Les ventes, les transferts. Pierre n'aurait plus rien. Plus de maison, plus de femme, plus de travail. Juste lui, face à ses erreurs. Assise sur le lit, les papiers du dossier étalés devant moi, j'ai touché la photo truquée de mon visage. Hagarde, édentée. Comment avait-il pu imaginer ça pour moi? Sa mère, celle qui avait tout effacé pour lui. Les larmes sont revenues, lentes. Pas pour lui, pour moi, pour toutes ces années perdues, à mendier son amour. Dehors, le vent se levait, annonciateur de changement. J'ai fermé la valise. Mais en Normandie, j'allais découvrir un miracle que 40 ans à Paris ne m'avaient jamais offert. Le train pour Normandie cahotait doucement, rythmé par le clapotis des roues sur les rails. J'étais assise près de la fenêtre, mon sac à main sur les genoux, regardant Paris s'éloigner comme un mauvais rêve. Les immeubles gris cédaient la place à des champs verts, puis à la mer au loin, étincelante sous le soleil d'automne. Pour la première fois depuis des jours, j'ai respiré profondément. L'air salin entrait par la vitre entr'ouverte, chassant l'odeur étouffante de ma vieille maison. Étais-je en train de fuir? Oui, mais aussi de renaître. L'appartement était minuscule. Une pièce principale avec cuisine américaine, une chambre au fond et une terrasse donnant sur les dunes. La propriétaire, une veuve aux cheveux blancs, m'avait accueilli avec un sourire sincère.
Vous verrez, ici on respire. » Elle m'avait offert un bouquet de chrysanthèmes du jardin. Pas de calcul derrière ses yeux. Juste de la gentillesse. Les premiers jours, j'ai déballé lentement. Une casserole ici, un cadre photo là. Pas de photo de Pierre. Juste celle de ma mère, riant au Sénégal, un pagne coloré autour des hanches. J'ai accroché ses colliers au mur, comme des talismans. Chaque soir, je marchais sur la plage, pieds nus dans le sable froid. Les vagues venaient se lécher mes orteils, emportant un peu de la douleur. Pierre me manquait-il? Ouais, l'idée de lui, pas l'homme qu'il était devenu. C'est un mardi matin que tout a commencé à changer. Je sortais du boulanger avec ma baguette encore chaude quand une voix m'a interpellée. « Madame, vous êtes nouvelle ici ?» Une femme d'un certain âge, élégante dans son manteau beige, poussait un panier rempli de légumes. « Marie ?» s'est-elle présentée, tendant la main. « Vous voulez venir dîner ce soir? Chez Jean, il fait un ragoût divin. » J'ai hésité. Des invitations? Chez moi, on ne m'invitait que pour aider. Mais son regard était franc. « D'accord. » ai-je murmuré. Ce soir-là, chez Jean, un Algérien à la moustache grise, 5 personnes autour d'une table en bois. Marie, Jean, 2 autres voisines. Pas de questions indiscrètes, juste des rires, du vin rouge et Jean qui insistait. « Goûtez mon tagine !» J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée. Personne ne parlait d'argent, de maison, de voyages luxueux. Juste de la vie. Les roses qui poussent mal cette année, le marché du samedi. « Et vous, Makena, vous cuisinez quoi de beau ?» a demandé Marie en débarrassant. Sans réfléchir, j'ai répondu. « Le thieboudienne, du Sénégal. » Ses yeux se sont illuminés. « Montrez-nous, vendredi, au centre communal. C'est gratuit pour tout le monde. » Le vendredi, j'ai hésité devant mes épices. Du poisson frais du marché, du riz brisé, des légumes oubliés. 20 personnes sont venues. Des retraités, des veuves, quelques enfants curieux. J'ai expliqué lentement, les mains dans la marmite fumante. On ajoute les crevettes là, pour le goût de la mer. Les rires ont fusé, quand le riz a attaché. C'est normal la première fois. Ai-je ri qu'avec eux? À la fin, ils ont applaudi. Marie m'a serré dans ses bras. C'était magique. Reviens la semaine prochaine. Pour la première fois depuis des décennies, j'appartenais à quelque chose. Pas parce que je payais, parce qu'on m'aimait, moi. Les matins, je marchais avec Jean jusqu'au port. Il racontait ses souvenirs d'Alger. Je lui parlais de Dakar. « On est tous des exilés ici, » disait-il en riant. Les après-midi, je jardinais. Des graines de bissap ramenées de Paris, des tomates qui poussaient dru. Chaque plante était une victoire sur le vide. Claire appelait parfois. Pierre a pris 2 ans avec sursis. Il vit dans un studio à 500 € le mois. Je hochais la tête dans le vide, imaginant ses nuits solitaires, ses repas au micro-ondes. Une lettre était arrivée par son avocat. 3 pages tremblantes. « Maman, j'ai tout gâché. Élise m'a quittée, le travail aussi. J'ai eu peur de ne pas être à la hauteur. Pardonne-moi. Peur de ne pas être à la hauteur. » Les mots me serrèrent la gorge. Avais-je créé ce monstre en le protégeant trop? J'ai rangé la lettre dans un tiroir, sans répondre. Pas encore. Il devait apprendre seul. Comme moi, autrefois, après Amadou. Les vendredis devinrent un rituel. Mon thieboudienne attirait du monde. 30 puis 50 personnes. Des Algériens, des Marocains, des Français de souche. « Makena, tes recettes sont un voyage, » disait-il. J'ai ajouté le mafé, le yassa. Chaque plat racontait une histoire. Celle de ma grand-mère penchée sur le feu, celle des marchés poussiéreux. Pour la première fois, on m'écoutait. Vraiment. Un soir,
Après le cours, Marie m'a pris à part. Tu sais, on a un club de lecture le jeudi. Des classiques qu'on n'a jamais eu le temps de lire jeune. Viens. J'ai accepté. Balzac, Zola, des mots qui dormaient en moi depuis l'école. Autour d'une table éclairée à la bougie, 10 femmes comme moi, discutant pendant des heures. Et vous, McKenna, qu'est-ce que ça vous évoque ? Demanda-t-on. J'ai parlé, hésitante d'abord, puis fluide. Mes idées comptaient. Les semaines passaient, et le vide se comblait. Plus de téléphone qui sonne pour quémander. Plus de visites calculées. Juste des amis qui frappent pour un café. Des rires partagés. Des silences complices. J'ai acheté des graines de tournesol au marché. Elles ont poussé vite, hautes et fières, face à la mer. Chaque matin, je les arrosais en pensant « c'était ça, la vie ». Pierre écrivait encore, par avocat. Des mots plus courts, plus vrais. Je cherche du travail, un petit salaire. Ça change tout. Je souriais, triste et fière à la fois. Il apprenait, lentement. Assise sur ma terrasse, un soir d'hiver doux, je regardais les vagues rouler inlassablement. Le vent portait l'odeur d'iode et de liberté. 40 ans à Paris. Et je n'avais jamais connu ça. Être vue, aimée, pour ce que j'étais, pas pour ce que je donnais. Marie est passée avec un gâteau pour fêter tes 3 mois ici. Nous avons ri, bu du thé à la menthe. Pour la première fois, je me sentais chez moi. Mais 6 mois plus tard, une lettre de Toronto allait tout bouleverser. 6 mois s'étaient écoulés depuis que les premières lettres anonymes étaient arrivées. Toujours le même cachet, Toronto. L'enveloppe beige, l'écriture fine et hésitante, que je reconnaissais sans pouvoir l'admettre. Je les rangeais dans un tiroir de ma table de nuit, sans les ouvrir immédiatement. Chaque fois, mon cœur se serrait un peu plus. Était-ce lui, Pierre, errant dans une ville froide, à des milliers de kilomètres? Ou juste un hasard cruel? Ce matin-là, la 6e enveloppe attendait sur le paillasson. Je l'ai ramassée avec le courrier habituel, facture du gaz, invitation au marché des producteurs. Assise à ma petite table en bois, face à la mer agitée, j'ai ouvert l'enveloppe d'un geste lent. La lettre était courte, 4 lignes seulement. « Maman, je travaille dans un café. C'est dur, mais je respire. Pardonne-moi un jour. Ton fils qui n'en est pas un. » Les mots dansaient sous mes yeux embués. Ton fils qui n'en est pas un. Il l'avait écrit lui-même. Cette vérité que j'avais portée seule pendant 40 ans. J'ai plié la feuille, la glissant dans le tiroir avec les autres. Dehors, les tournesols que j'avais plantés en arrivant ici balançaient leurs têtes lourdes, sous le vent salin. Ils avaient poussé droit, solides, malgré le sable pauvre. Chaque pétale jaune était une victoire silencieuse. Je me suis levée, arrosant lentement, l'eau goûtant sur la terre sèche. Pierre avait-il un jardin là-bas? Pensait-il à moi en servant des cafés brûlants? Les cours de cuisine continuaient, plus nombreux chaque semaine. 60 personnes maintenant, assises en cercle autour des marmites fumantes. « McKenna, ton yassa poulet est un miracle !» s'exclamait toujours Jean, la bouche pleine. Marie organisait les tables, distribuant des assiettes en porcelaine ébréchée. Les enfants du village venaient aussi, curieux, apprenant à piler les oignons avec des rires étouffés. Hier, une petite fille aux tresses serrées m'avait offert un dessin. Une femme noire avec un tablier, entouré de fleurs. « C'est toi, Mamie McKenna !» J'avais accroché le papier au mur, près des colliers de ma mère. Mais les nuits étaient plus longues. Allongée dans mon lit étroit, j'écoutais les vagues murmurer leurs secrets. Les souvenirs revenaient, non plus comme des coups, mais comme des vagues douces. Pierre, à 8 ans, fiévreux, dormant contre moi pendant que je veillais,
épongeant son front. « Maman reste toujours », chuchotait-il dans son délire. J'avais tout fait pour que ce soit vrai. Et pourtant, j'avais perdu ce fils-là quelque part entre les factures payées et les voyages financés en silence. Claire appelait moins souvent. « L'enquête est close. Sursis confirmé, il n'a plus rien. » Rien. Le mot flottait dans ma tête. Pierre, qui avait tout eu, n'avait plus rien. Était-ce justice ou juste une fin triste? Une fois, j'avais failli lui écrire. « Reviens », mais sans attendre. Mais j'avais déchiré la lettre. Il devait marcher seul, comme moi après Amadou. Les saisons tournaient. L'hiver avait apporté des tempêtes, arrachant quelques tournesols, mais les racines tenaient. Au printemps, ils étaient revenus, plus forts. J'ai commencé à vendre des sachets d'épices au marché. Mafé, thiéboudienne, avec des recettes manuscrites. « Les secrets de Makena », disaient les étiquettes. Les gens faisaient la queue, touchant mes mains calleuses avec respect. « Vous nous avez donné plus que de la nourriture », murmurait une vieille bretonne. « Plus que de la nourriture. Des racines, peut-être. » Marie m'avait emmenée au club de lecture. Ce jeudi-là, nous lisions La vie devant soi de Romain Gary. Autour de la lampe tamisée, 8 femmes comme moi, veuves, mères, exilées. « Et Madame Rosa, elle pardonne ?» avait demandé quelqu'un. J'avais hésité. Puis parler, le pardon n'efface pas la douleur, il la transforme. Elles avaient hoché la tête, silencieuses. Pour la première fois, mes mots pesaient. Un après-midi de juin, assise sur ma terrasse, j'ai ouvert la dernière lettre. Plus longue cette fois. « Maman, je lave des voitures ici. C'est humiliant, mais propre. J'ai compris ce que tu as fait pour moi. Pas l'argent, l'amour. Si tu veux, je reviendrai, sans rien demander. » Mes doigts ont tremblé, sur le papier fin. Reviendrai. L'image de lui, maigre, devant ma porte, m'a serré la gorge. Le pardonnerai-je? Pas comme avant. Jamais comme avant. Mais le laisser entrer, peut-être. Pour un thé? Je n'ai pas répondu. Pas encore. Les vagues continuaient leur chant éternel, en contrebas, emportant les erreurs passées, apportant les possibles futurs. Les tournesols, en pleine floraison, tournaient leur visage vers le soleil couchant. Après 60 ans à semer pour les autres, je semais enfin pour moi. La brise marine caressait ma peau, porteuse d'iode et de liberté. J'ai fermé les yeux, laissant le sel sécher sur mes joues. Pierre était parti, peut-être pour toujours. Mais j'étais là, entière, pour la première fois. Les racines tenaient, les fleurs s'ouvraient, et moi avec elles. Je suis Makena Dubois-Ondiaye, 71 ans aujourd'hui. Et à travers cette histoire, j'ai appris que l'amour véritable commence toujours par le respect de soi-même. Après 60 ans à donner sans compter, j'ai compris que la vraie famille, ce n'est pas le SAG ni l'argent, ce sont ceux qui choisissent de rester quand vous n'avez plus rien à offrir. Les tournesols de mon jardin normand me l'ont appris. Même après les tempêtes, on peut refleurir, plus fort, plus beau. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout, mes chers amis. Si cette histoire a touché votre cœur, comme elle a guéri le mien, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour ne rater aucune de nos histoires vraies de femmes fortes comme nos grands-mères. Dites-moi en commentaire, de quelle ville m'écoutez-vous ce soir et quelle est la leçon la plus importante que vous avez apprise sur l'amour après 60 ans? Vos mots me permettront de savoir jusqu'où mon récit voyage, et d'autres femmes comme nous s'y reconnaîtront. Prochainement, une nouvelle histoire bouleversante. Une mère qui découvre que sa fille unique a vendu sa maison familiale pour un amour toxique. Ne manquez pas ça. Merci du fond du cœur pour votre présence. À très bientôt pour d'autres récits
qui répare l'âme. Prenez soin de vous, et surtout, aimez-vous d'abord.